Donc, si on parle un peu de Covid, malheureusement, tous les trucs qu'on vous a dit en 2020 et en 2021 sur le Covid s'avèrent vrais. En particulier sur le truc que cette injection aurait des tas d'effets secondaires. Il y a un documentaire qui a été recommandé par tout le monde, notamment le général Flynn, qui s'appelle Died Suddenly, je vous ai mis un lien ici. Il est bien possible qu'il y ait une version française qui sorte dans pas trop longtemps. Si jamais vous comprenez pas, vous pouvez pas voir le documentaire directement en anglais. Et voilà. Ça donc, vient en fait, de ces Stu informations... Peters. Apparemment il est là pendant à part les 30 secondes où il s'exprime, apparemment le reste du documentaire est bien, donc validé par notamment, comme je te dis, Eflin et les teams de traducteurs et tout ça. Donc voilà, en ce moment ce documentaire là fait beaucoup de bruit. Et on se rend compte donc en fait effectivement Died Suddenly en 2020, 2021, 2022, on a de plus en plus de résultats qui sortent sur Google. Bon alors c'est juste un petit, on va dire un petit indicateur là, si tu descends un petit peu Léo sur toute la photo, on va voir que voilà, si on tape Died Suddenly en 2022, on aura à peu près 1 milliard de résultats qui sortent sur Google, ce qui veut dire que c'est devenu un vrai sujet, quoi. En fait, un vrai sujet d'information. On en rapporte beaucoup. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en gros, la rhétorique officielle, tu sais, c'est la team zététique qui nous dit vous dites que c'est les vaccins, mais vous faites une inversion de la preuve. C'est à vous de prouver que c'est les vaccins, blablabla. Donc des espèces d'arguments complètement fallacieux qui font que un certain nombre de gens continuent à garder leur tête dans le sable et ne veulent pas considérer que c'était il pourrait y avoir un lien très très étroit entre ce phénomène-là et les injections dégueulasses que les gens se sont mis dans les veines. Messieurs, dames, les zétéciens, je sais pas quoi là. J'ai juste un truc à vous dire. La seule différence qu'il y a eu entre avant cette période avec toutes ces morts subites et maintenant avec toutes ces morts subites, la seule chose qui a changé, c'est le fait qu'il y a plein de gens qui ont été vaccinés. Il n'y a aucune autre raison. Donc, prenez les arguments que vous voulez, dites ce que vous racontez, vous dites ce que vous dites, on n'en a rien à foutre. La vérité factuelle est celle-ci. La seule chose qui a changé entre 2020 et aujourd'hui, c'est qu'il y a une grande partie de la population qui est vaccinée et ça coïncide avec cette explosion des morts subites. Donc, sautez au plafond si vous voulez, les faits disent la vérité. Ce que vous dites, on n'en a rien à foutre. Là, je vous ai pris un exemple comme ça sur Twitter. J'ai un peu anonymisé parce que le but c'est pas de pointer du doigt les gens. Quelqu'un m'a dit si 100% des gens ont été vaccinés, 100% des morts seraient des vaccinés. Non, si 100% des gens étaient vaccinés, selon la rhétorique officielle, il y aurait 0 mort. Rappelez-vous, parce que j'ai lu beaucoup du genre ouais mais on n'a jamais dit que ça protégeait et tout ça. Je vous ai mis un petit bout de cette vidéo, vous vous en souviendrez. On va pas la regarder en entier, juste le début. So now we have 2 vaccines that are really quite effective. The mRNA vaccine, highly effective. Voilà. Ils sont très effectifs, très effectifs. Une espèce de compilation où on nous dit 100% d'efficacité du vaccin, puis 99, 98 et jusqu'à ce que ça descende à la fin à un taux d'efficacité négative à la fin de la vidéo. Donc voilà un petit enchaînement de l'espèce de sortilège de lavage de cerveau auquel l'humanité tout entière a été collectivement soumise en 2021 peut-être. Donc voilà, vous la reverrez, vous pourrez la faire circuler si ça vous intéresse. Et puisqu'on a l'espèce de gnome fossile là, sous les yeux, figurez-vous qu'après presque 40 ans de loyaux services, il prend sa retraite quelques semaines avant que la majorité républicaine arrive au Congrès. Et comme disait un ami à moi, ça doit être le hasard comme par hasard. Et du coup, 2 petites vidéos qu'on regarde, qu'on nous a traduit. Merci Hello là aujourd'hui, par Hello, la traductrice qui a répondu très très vite avec beaucoup d'efficacité à tous mes besoins de traduction, à tous nos besoins de traduction pour ce live. Donc on lui fait un gros bisou, merci beaucoup. Merci. Donc Fox News, Lorraine Graham qui s'exprime sur le sujet. All right, just when you thought it was safe to return to pre-pandemic normality, the doomsday groundhog himself popped out of his little hole to report that there will be at least 6 more weeks of COVID. The real danger is in the people who have not been vaccinated. So that's where we expect, if we're going to see a problem this winter, it's going to be among those people. So Ça, c'est une intervention qui date pas. Hein. Ça, c'est une information enfin aussi, s'est exprimée à la Maison Blanche pour sa prise de retraite et tout ça il y a quelques jours. Donc là encore, le Washington Post dit que en fait, le vaccin ne sert à rien et que la majorité des gens qui meurent du Covid sont vaccinés. Fauci, dans le même temps, à la Maison Blanche, nous raconte les bêtises que vous venez de lire, à savoir qu'il faut se faire vacciner et que ça protège du Covid. Voilà, c'était une petite précision. So my message and my final message, maybe the final message I give you from this podium, is that please, for your own safety, for that of your family,
get your updated COVID-19 shot as soon as you're eligible to protect yourself, your family, and your community. Ouais, très crédible. Je peux mettre moi la prochaine? Oh, je t'en prie, vas-y. It's the end of an era. Today we said goodbye to Dr. Anthony Fauci. It was his last White House briefing before retirement. And we all had one question on our minds, but the French binder reader wouldn't let us ask it. Regardez comment ça marche. Dr. Fauci, only 13% of... Hold on one second. We have a process here. Pour vous donner le contexte, il y a juste quelqu'un qui demande, elle demande quoi à la personne? Qu'avez-vous fait pour déterminer les origines du Covid? Elle pose juste cette question-là à Fauci. Et écoutez là, le petit caniche. Only 13% of... Hold on one second. We have a process here. I'm not calling out on people who yell. And you're being disrespectful to your colleagues, and you're being disrespectful to our guests. I will not call on you if you yell. And also, you're taking time off the clock because Dr. Fauci has to leave in a couple of minutes. I'm done. I'm not getting into a back and forth with you. She has a valid question. She's asking about the origin of COVID-19. I hear the question. And Dr. Fauci is the best person to answer that question. I hear your question, but we're not doing this the way you want it. This is the disrespectful. It is. I'm done. Simon, I'm done. Simon, I'm done. I'm done with you right now. Je laisse jusqu'à la fin. She's done with Simon. Well, good riddance, Fauci. We'll see you probably testifying under oath in front of Congress next year. Vous avez compris ce que ça veut dire. Investigation et Fauci sera un témoin assez central et tout le monde sait qui il est maintenant. Il peut pas se alors cacher, oui, mais enfin, moi c'est l'ambiance salle de classe niveau maternelle à la Maison Blanche, moi qui retient mon attention quand même. Hein. Le type pose quand même une des questions centrales de ces 3 dernières années. Non, t'as pas dit s'il te plaît, donc t'es puni. Tu vas au coin, on répond pas à ta question. On répond pas à ta question. Le narratif s'écroule un peu plus. La fusillade de Colorado Springs. Donc on vous en a pas parlé de la fusillade de Colorado Springs parce qu'à un moment donné. Je l'avais mis dans l'article de la semaine dernière, puis il fallait faire des choix, et puis finalement on l'a enlevé et tout ça. Donc mardi, pour ceux qui n'ont pas suivi, mardi, tout à fait. Pour ceux qui n'ont pas suivi, voilà, à Colorado Springs, il y a dans un bar gay, il y a eu une fusillade. Supposément, en tout cas c'est ce que nous rapporte CBS, et il y aurait eu 5 ou 6 personnes qui auraient été tuées. Donc ça c'est l'information. Directement après, vous savez, hein, sur ce genre de truc, très très vite, il y a tout un petit réseau informationnel qui commence à pousser autour de l'information initiale. Et le premier jour, immédiatement après, le Daily Mail nous rapporte ceci. Donc le législateur californien MAGA est le grand-père du tireur du bar gay du Colorado. En gros, le premier truc qu'essaie de faire le Daily Mail, c'est de prendre le responsable supposé de cette fusillade et de l'associer au mouvement MAGA, Trump, républicain, suprémaciste blanc, la totale. Donc c'est ce qu'ils essaient de faire en disant ouais mais ce type-là c'est une ordure, il a tué plein de gens dans un bar gay. Bah son grand-père il était MAGA et il était un élu républicain. Voilà, donc ça c'était la réponse des journalistes. La réponse de la Maison Blanche, bon bah vous vous en doutez bien, hein. Oh là là, mon Dieu, une épidémie de santé publique qui représente la violence armée. Donc allons à l'encontre du 2e amendement. Il est temps de retirer les armes à feu aux États-Unis. Vous savez que c'est une question qui est constamment abordée par la gauche aux États-Unis, la suppression du 2e amendement. Donc un peu plus tard, donc voilà, ça c'était l'information telle qu'on l'avait mardi. Un peu plus tard, il y a eu des nouvelles informations qui se sont. Je rigole, hein, mais je rigole par rapport à ce que je m'apprête à vous dire, pas par rapport à la tuerie. Ok, on a une présentatrice de CNN, là vous avez sa tête, qui est restée sans voix après la révélation du caractère non binaire d'Anderson Aldrich, donc la personne qui est le tireur présumé, qui semble remettre en question son identité sexuelle. Donc voilà, l'article nous dit ça. Les avocats du tireur présumé, Anderson Lee Aldrich, affirment, dans un nouveau document déposé au tribunal ce soir, que le suspect s'identifie désormais comme non-binaire, dit Camerota. Je ne sais pas quoi dire à ce sujet, nous dit la journaliste, c'est ce qu'il dit maintenant. Alors j'ai mis le « il » entre parenthèses parce que c'est quand même vraiment pas cool en 2022 de mégenrer une personne qui s'identifie comme non-binaire. Il a même précisé que ses pronoms c'était Zay et Zem. Et voilà. Et elle, CNN hein, quand même, elle ne respecte pas ça. Alors du coup ils sont un petit peu embêtés, ça va pas quoi raconter CNN, parce que quand même, hein. Parce que woke, CNN non binaire et MAGA en général ce sont deux sous-ensembles qui sont disjoints, qui n'ont pas d'intersection.
Donc d'un coup, c'est compliqué de justifier qu'il est MAGA, le mec, alors qu'en fait il se présente comme non-binaire. Du coup, comme il faut un petit peu rattraper le coup, ils invitent cette personne-là, donc qui est une femme trans et qui s'exprime sur la question. Merci Hello pour la traduction. Voilà, c'est parti. Natalie, when we started the show, we got a little bit of news earlier that the attorneys for the shooter are now saying that the shooter is non-binary, and the shooter would like to use the pronouns they, them, and this is for the court in all court papers, and that's what Anderson Aldrich's attorneys are saying. Do you have any thoughts on that? I think that's complete ludicrous. I believe they're just saying that because they want to have the easy way out on this. That's really, really offending, especially being a transgender woman myself, that a male, which it was obvious with the mugshot, that's a man, that's not a non-binary person, because in no way, shape, or form could they appear as a woman the next day. It's really offensive to even hear that they're playing that role. And if they're non-binary, why would you go after the club where you feel safe at? Why would you do that to a community where you are welcomed in if you are non-binary? Excellent question. Obviously, all of this will have to be answered. Le niveau journalistique, il est quand même extraordinaire. Moi, je vous signale que cet être, pour ne pas me tromper, il a confondu l'identité du genre, d'accord, avec l'expression du genre. Et ça, c'est pas très cher. Je suis très offensé. Voilà. Je vais raconter cette histoire-là d'une manière très claire. Il y a cette fusillade. Les médias de masse, ils adorent et ils se mettent à dire « Ah, c'est QAnon, machin, Trump, MAGA, tous ces trucs-là ». Sauf qu'on apprend que le tireur en question, c'était une personne non-binaire. Du coup, les médias de masse, ils sont là, elles disent « Merde, qu'est-ce qu'on fait ?» Du coup, je sais. On va demander à cette travestie-là. Et du coup, monsieur, madame travesti, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, je pense qu'il n'est pas non-binaire. Ah, voilà. Du coup, on revient, c'était un MAGA, c'était un truc comme ça, parce que la travestie l'a dit. Et c'est comme ça maintenant, la parole de cette travestie-là, c'est factuel, c'est... J'apprécie beaucoup le niveau des experts plateau TV maintenant. C'est quoi c'est quoi la suite en fait? Ils vont commencer à demander des gamins dans la rue. Alors, est-ce que Père Noël existe? Ouais, Père Noël existe. Du coup, Père Noël existe. Ok? C'est la méthode. C'est la méthode. La méthode, gardez ça en tête parce que là, vous venez de voir l'évolution du fact-checking. Parce que vous allez voir tout à l'heure, le fact-checking, c'est ça, mais en plus discret. C'est-à-dire, on prend des gens qui vont dire ce qu'on a envie qu'ils disent et après, on va les utiliser comme source et on va dire « Hey !» c'est une info fiable parce que c'est dit par une presse accréditée. Voilà. Et là, c'est une travestie accréditée. Alors, elle a le droit, elle, de dire ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Vous comprenez? C'est vraiment la même méthode. On se rappelle que Bill Barr, c'est quand même juste le mec qui a appointé John Durham le rôle de conseiller spécial. Juste ça, pour voir un petit peu qu'est-ce que c'est son rôle dans le plan. Donc... qu'est-ce qui va se passer? Si on descend un petit peu, je crois que je vous ai mis un autre article qui date un petit peu, là, il est de août 2022, hein, évidemment, il est de août 2022, pardonnez-moi, où il dit, et ça c'est intéressant, que Ron DeSantis sera élu. Ouais, il nous dit que Ron DeSantis sera élu président en 2024. Et donc voilà mon hypothèse. Vous me direz, l'avenir dira si je me suis trompé ou pas. Bill Barr, Trump, DeSantis travaillent ensemble. Ok, DeSantis, c'est un gros piège que il y a un certain nombre de gens qui vont. Donc il va se présenter. Il va se présenter pendant un certain temps. Il va être dans la cour à la campagne présidentielle. Il y a plein de gens qui vont le soutenir, qui seront donc des traîtres aux yeux de Trump. Ok. Et donc du coup, ça va permettre d'appointer les gens qui ne veulent pas que Trump arrive au pouvoir. Donc ces gens-là seront bientôt appointés. DeSantis va lâcher la course à la présidentielle à un moment donné. Et ces gens-là vont être exclus d'une manière ou d'une autre du Parti républicain. Pourquoi je vous dis ça? Qu'est-ce qui me permet de faire cette hypothèse? Un tout petit article qui sort d'un truc très très local. Et voilà, en gros, l'Assemblée législative républicaine envisage de modifier la loi de l'État pour permettre à DeSantis de se présenter à la présidence sans démissionner de son poste actuel. DeSantis, dans mon hypothèse, il veut rester gouverneur, ok, mais il doit faire semblant qu'il va être qu'il va être candidat à la présidence. Donc il va se présenter, je veux être président, je veux être président, je veux être président. Il se retire, il reste gouverneur. Donc pour lui, ça change rien.
Ok. Pour Trump et pour les patriotes, ça permet d'identifier quels sont les renégats, on va dire. Ça, c'est mon hypothèse. L'avenir nous dira si j'ai raison ou pas. Moi, je pense que c'est pour ramasser aussi tout l'électorat, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent passer le pas des démocrates, genre les quitter, mais ils peuvent juste instinctivement ils peuvent pas voter Trump. Donc DeSantis, il est là pour les ramener de leur côté, parce qu'il est plus, tu sais, c'est une sorte d'intermédiaire, d'un pont, tu vois. Et si genre un mois avant l'élection, il dit moi je me retire, votez pour Trump si vous vouliez voter pour moi, voilà, dans ces cas-là, j'avais pas vu ça comme ça, mais c'est une bonne idée. Effectivement. Par contre, il y a un truc, les gars, ça m'est venu, ça fait maintenant plusieurs jours auxquels j'y pense. Selon les écrits prophétiques, etc., Trump, il va pas faire long feu en président. S'il est élu, il y a moyen qu'il lui arrive une magouille 2025-2026 par là. Parce qu'il y a quelque chose à partir de 2027 qui. Mais bon, là on est dans le. Voilà, mais c'est juste, je pensais à ça et je me dis, ouais, il y a moyen qu'il se fasse JFKiser pour ouvrir la porte à la vengeance de son fils qui viendra, blablabla. Brésil, ça bouge beaucoup aussi. Merci Jérôme, encore, pour toutes ces informations que tu m'envoies. Donc le parti de Bolsonaro dépose une plainte légale pour contester le vol des élections. Donc on se rappelle, millions de gens dans les rues pour contester le vol des élections. Monsieur Moraes, donc qui apparemment au Brésil est l'homme le plus détesté du pays, voilà, qui siège à la Cour suprême, a également infligé, donc il a rejeté la plainte, voilà, donc il rejette la contestation de l'élection de Bolsonaro, mais en plus, il inflige une amende de 4,3 millions de dollars au parti de Bolsonaro pour ce que le tribunal a qualifié de litige de mauvaise foi. Il y a des millions de gens dans les rues qui disent on s'est fait voler l'élection, et il dit non, ça c'est des bêtises, je veux même pas regarder, en plus tu prends 4 millions d'euros de contravention parce que vraiment tu fais ça de mauvaise foi. Donc voilà le niveau de foutage de gueule auquel les Brésiliens sont soumis en ce moment. Il n'y a qu'un sentiment de déjà-vu, non ? Un petit sentiment de déjà-vu. Oui. Il est remarquable de noter que apparemment entre le moment du dépôt de la plainte par Bolsonaro, enfin par l'équipe Bolsonaro, et le moment où le rejet de la plainte a été exprimé par le tribunal électoral de monsieur Moraes, il s'est écoulé 13 minutes. La plainte faisait 200 pages. Donc ça, c'est les informations qu'on m'a données. À prendre avec j'ai pas d'article de journal pour vous le tamponner, mais c'est des choses qu'on m'a rapporté directement depuis le Brésil. J'imagine qu'il a pas tout lu, quoi. Ah bah, ou alors il a lu vraiment en diagonale. Je sais pas. Alors, chose intéressante. Ouais, bon, voilà. Non, quelques heures après que le Moraes il a rejeté cette plainte, le président Bolsonaro, parce qu'il est toujours président jusqu'à la fin de l'année, c'est une chose très importante, a reçu jeudi matin, donc hier, au palais de l'Alvorada, le général Braga Neto et des militaires des forces armées. Un autre truc que je vous ai pas mis, parce qu'on vient de me l'envoyer, j'ai pas eu le temps de modifier l'article, c'est qu'apparemment il a pris une bonne proportion des responsables de l'armée et il les a remplacés par d'autres qu'il a assermenté, il a fait tout le rituel, le processus brésilien pour que ces gens-là soient immédiatement mis en fonction. Ils sont maintenant en fonction. Donc Bolsonaro, l'armée qui s'est exprimée, donc l'armée s'est exprimée pour le peuple et pour la tenue de nouvelles élections, ou en tout cas la prise en compte des problèmes qui sont pointés du doigt. Ça évolue, on a les yeux fixés là-dessus. Le peuple brésilien reste très mobilisé malgré la Coupe du Monde. Les forces armées semblent largement pencher du côté du peuple et de Bolsonaro. Lula et son camp doivent donc sortir tout ce qu'ils ont pour tenter de reprendre la situation en main. Alors tout ce qu'ils ont, alors je sais pas les vaccins par exemple. Voilà. Aujourd'hui, donc voilà, ça c'est la situation. Et aujourd'hui, voilà ce qui est sorti par rapport au Brésil. Lula a dit qu'il exigera le soutien des évangéliques pour les vaccins, ou tiendra les églises responsables des décès. Voilà, 24 novembre 2022, cette nouvelle-là. Voilà. Du coup, maintenant, on va attaquer le sujet. Alors, je pense que tout le monde est au courant de l'interview de Idriss Aberkan avec Malika Daoust, qui est l'ex-femme ou la femme actuelle, ou j'en sais rien, de Antoine Daoust, qui est le gars qui est derrière Fact and Furious. Et il semblerait que cette dame, elle a lancé des accusations quand même hyper méga graves concernant Antoine Daoust, comme quoi il ferait du trafic de
tests négatifs, enfin il y a des magouilles comme ça. Elle aurait mis en avant l'hypocrisie de ce dernier où d'un côté il attaque Raoult, de l'autre côté il attaque les anti-vax. Par contre chez lui il veut pas que son enfant soit vacciné. Bref, on est à des... Bon, en plus de ça apparemment c'est quelqu'un de très violent, mais si on prend toutes ces choses-là et on se dit que en fait c'est juste une mauvaise personne, c'est pas compliqué, hein. On le prend et des mauvaises personnes, il y en a plein, on le jette. Mais il se trouve que cette personne-là est aussi un fact-checker, ok, et qui a reçu l'accréditation de l'État pour qu'il puisse... Nico, c'est pas bien ce que tu veux, non. Voilà, on va proposer une nouvelle orthographe à Fact and Furious. Fact, on va l'écrire F-U-C-K-E-D. Voilà, and Furious. Voilà, c'est parce que là, c'est clair. Ça sera plus dans le thème, non? Il est Fact and Furious. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on apprend dans cette interview? C'est quelque chose, en temps normal, avec les décodeurs, on serait là à creuser, mais l'histoire des fact-checkers, ça fait un moment qu'on a fait le tour. Et on s'est dit, écoutez, là, on a quelqu'un qui le donne factuellement. Parce que quand c'est nous qui le disons basé sur ce qu'on a compris à travers de nombreux échanges avec des fact-checkers qu'on a pu avoir, ça ne marche pas étant donné qu'on n'a pas vraiment des preuves factuelles. Sauf que là, Malika, elle arrive avec des faits et des documents. Et elle montre quoi? Elle montre que l'organisation des fact-checkers, c'est une organisation mafieuse, hein, on peut le dire, qui fonctionne à la manière suivante. Je vais ouvrir cette image en plein écran, voilà. Donc, tiens, Wikipédia, c'est la tête de Rudy. Voilà. Non, mais tu dois pas, Rudy. Non, Thierry, l'autre plan, c'est bien, parce qu'il faut que ça soit grand. Ouais. Bouge pas, Rudy, t'inquiète. Alors, vous avez quelqu'un qui est en galère financière ou en galère professionnelle, d'accord? Et il se fait approcher par des personnes qui lui disent « psst, tu veux un bon travail, un truc qui va t'ouvrir des portes et tout, et que tu vas avoir un bon salaire pour pas demander grand-chose. » Et évidemment, les esprits les plus faibles qui donnent zéro valeur à leur âme, ils vendent leur âme pour 3 sous. Et du coup, ils acceptent et ils lancent un blog. D'accord? Ils lancent un blog où ils font partie carrément, ils sont sous-traitants d'un média, par exemple les fact-checkers, les décodeurs du monde. C'est pas vraiment un blog, ça fait partie du journal, mais le principe c'est le même. Ok? Et donc ils ont ce blog-là, sauf que c'est des personnes qui n'ont aucune expérience, aucune compétence, aucun passé dedans, rien. D'accord? Il sort de l'école de mécanicien auto, il devient fact-checker. Ça, c'est pas grave, parce que nous aussi, à ce point de vue-là, on n'a pas d'expérience journalistique. Ah non, mais attends. Non, c'est pas, ça, c'est pas le truc. Mais c'est que avant même de commencer quoi que ce soit, l'État français leur fournit un agrément CPP-AP, qui est en gros une accréditation de presse. Et du coup, tout d'un coup, Bob, de nulle part, le mécanicien auto, il est devenu journaliste, tu vois, comme ça. Et du coup, ce qu'il dit a une certaine valeur, ok, aux yeux du public. Et après, tu as AFP qui se dit « Ah, mais regardez, cette personne qui est accréditée, il a l'air crédible, du coup, nous, on va faire des contrats de sous-traitance pour lutter contre la désinformation. » Parce que c'est comme ça, on choisit des mécaniciens auto pour lutter contre la désinformation. Et quelque part au fond, il y a un personnage mystérieux, ok, qui est le commanditaire. Et le commanditaire, en gros, il met des cibles et il dit « Vous allez m'attaquer celui-là. » Et du coup, l'AFP, il va passer commande au blog, il va lui dire il faut que tu me casses du Raoult. Okay? Du coup, le blog, avec une acrobatie intellectuelle et avec du sophisme, attends, j'avais écrit toutes ces choses-là ici, avec des titres trompeurs, du sophisme, de l'amalgame, de la pauvreté intellectuelle, ils vont chercher à colorer le nom du professeur Raoult. Et du coup, comme ils ne vont pas trouver quelque chose de concret sur qui il est, qu'est-ce qu'il a fait professionnellement, ils vont dire « Ah, Raoult, il est mal peigné ou il ne se lave pas les cheveux. » Et des choses qu'ils sortent de leur trou de chapeau, on va dire, voilà, hein, pour pas dire autre chose, parce que ce sont des informations qui, c'est vraiment les opinions des blogueurs, ok. Du coup, les médias mainstream, ensuite, ils vont faire ces articles à charge sur le professeur Raoult et ils vont dire
Plusieurs sources indépendantes nous rapportent que Raoul a les cheveux sales. Voilà. Et du coup, cette information-là, mystérieusement, très peu de temps après, va finir sur Wikipédia. Et donc, par la suite, cette personne-là sera la personne qui a les cheveux sales. Voilà, c'est l'étiquette qu'elle va porter. On lui enlève l'étiquette de prix Nobel de médecine, de virologie, on lui enlève tout son passé professionnel, on lui enlève tout ça, et on le remplace avec l'étiquette, le monsieur aux cheveux sales. Alors, je vous laisse une petite vidéo où on écoute Aberkan, parce que c'est un scandale qui est en train d'éclater, et comptez sur nous pour ne pas le laisser s'éteindre. Pas seulement ça, mais dès que ça va commencer à perdre un peu, nous on va mettre une petite bûche dedans. Tu vois, peut-être un extracteur dedans, peut-être, je sais pas moi, un Tristan Mendes dedans, ou un truc comme ça, souffler un peu, et attendre que ça fume. Donc, écoutons Idriss Aberkan avec cette interview. On le voit pendant l'interview, il mesure bien ses propos, il veut faire ça bien, et du coup, il a très bien fait. Et forcément, il est très détesté par les autres en face qui ont Fact and Furious, ils ont complètement fermé, ils sont fact complètement là. Donc, ils ont tout fermé, ils sont en panique totale, et pas que, vous allez voir, il y a d'autres qui sont en panique. Scandale Fact and Furious, c'est un réseau très organisé qui s'est affranchi de toute déontologie journalistique et qui est structuré pour coller à telle ou telle personne des étiquettes précises en vue de les reprendre dans la presse et en vue de les reprendre dans Wikipédia. D'accord. Oui, eux seraient repris dans Wikipédia, c'est-à-dire que ce bureau ou cette officine, la presse les reprend sans vérifier, d'après ce que vous dites. Oui. Absolument. Aucune des diligences, les diligences les plus élémentaires, les vérifications, justement, qui va fact-checker les fact-checkers, aucune des diligences les plus élémentaires n'a été faite pour essayer de comprendre ce qu'il y avait derrière Fact and Furious. Et cette officine s'est retrouvée du jour au lendemain au cœur des systèmes de lutte contre la désinformation français, avec l'AFP, commissionné par l'AFP, avec un agrément de la commission paritaire pour les organes de presse délivré par le ministère de la Culture. Cette structure a été reprise par une quinzaine d'organismes de presse. Ça va de l'Express, ça va à un journal controversé qui n'a pas d'édition papier en Suisse qui s'appelle AD. Ça a été vraiment tentaculaire. Cette organisation s'est mise à être reprise alors qu'elle était complètement bancale. Et il y a eu une alerte. Voilà. Et je crois que cette organisation AD, je crois qu'ils nous ont attaqué, nous les décodeurs, genre d'une manière très dégueu. Mais alors, concernant le commanditaire, un nom a été prononcé, un certain Rudy. Alors bon, on a expliqué que c'est pas le nôtre, mais un certain autre qui a fait de la chasse au complotisme et la chasse aux fake news, son grand business qui lui met beaucoup dans les poches. Et du coup, Idriss, j'ai pas trouvé le tweet en question, mais Idriss pose à un moment la question à Rudi Reichstadt et lui dit dis-moi, est-ce que tu acceptes, tu reconnais que tu étais en contact avec Antoine Daoust, etc., etc. Et Monsieur Rouge dit, tout courageusement, comme il est très connu, il écrit, écoutez bien comment on peut écrire des phrases très longues qui veulent rien dire. Le truc à la mode avec les désinformateurs multirécidivistes, assaillir de questions, de préférence très orientées, ceux qui ont osé les critiquer, mettre en lumière leurs mensonges, leur malhonnêteté ou douter de leur génie. D'accord. Ça, c'est zéro. Nul, nada, bitch, que dalle comme argument. Zéro. Rien. Il n'y a rien qui est dit, c'est juste l'opinion de Rudi Reichstadt qui vaut autant que le caca de mon chien. Voilà. Donc, et qui se fait passer pour une victime, parce que je veux dire, ça reste quand même un petit peu la défense stratégique. Les gens m'attaquent. Valérie Pécresse, elle nous a fait ça ce matin d'ailleurs sur Twitter. Fin de la parenthèse. Rappelez-vous, vous regardez votre main en face, ensuite dans un geste, tac, et voilà. Pauvre Rudi Reichstadt, on va le plaindre. La méthode est simple et peu coûteuse. Il s'agit d'enjoindre de manière communale aux détracteurs de répondre à une série d'accusations déshonorantes. Exemple, donc tu as Azalbert qui demande par rapport à Fact and Furious et tout ça. Pareil pour... voilà, c'est là. Monsieur Reichstadt, déniez-vous tout contact direct avec Antoine Daoust de Fact and Furious. Le gars, il pose 3 questions et le mec, il dit « Oh, j'étais inondé de questions. Ah, c'est un scandale. Ah, il m'attaque. Mon Dieu. Ah, Hilfe mir. »
Bon, monsieur Reichstadt, on aimerait bien voir un petit peu comment vous êtes payé en fait, parce que les amis, il va falloir qu'on fasse une vidéo sur le système économique, le modèle économique des dons, qui est le modèle économique le plus noble, le plus honorable, parce que tu forces personne à payer, premièrement, ceux qui ont payent pour ceux qui n'en ont pas, ok, et ça veut dire que notre patron, c'est le public. Tous ceux qui attaquent les médias alternatifs qui vivent avec les dons, ce sont des personnes, vous savez pour qui ils travaillent. Ils veulent le salaire de leur patron pour avoir des conflits d'intérêts, pour ne pas pouvoir tout dire, pour ne pas pouvoir être des vrais journalistes en fait. Donc s'ils attaquent le principe des dons, vous savez d'où ils viennent. Ce sont des vendus. Nous, on n'est pas vendus. Nous, on est à vous. On travaille pour vous, c'est vous notre patron. Voilà. Donc, et c'est pour ça qu'on n'est pas corruptible. On s'en fout qu'ils viennent avec des propositions de partenariat, machin, blablabla. On n'en a rien à foutre. D'accord? Nous, on est à vous. Et le principe des dons, c'est la manière la plus noble pour financer un média. Parce que du coup, tu sais qui est le patron. Voilà, c'est pas compliqué. Eux, par contre, ils ont des personnes qui payent. Et c'est souvent l'État et c'est souvent des personnes un peu... voilà. J'ai envoyé un petit message à mon ami William pour lui dire William, t'en penses quoi de tout ça? William, c'est un des gars des codeurs du monde. Et bah voilà notre échange. Je lui envoie la vidéo et je lui dis ça te parle tout ça? Il dit je dis tu te reconnais dans les méthodes de travail de Fast and Furious? Il dit je ne travaille pas en ce moment mais quiconque fait confiance à Berkane se nettoie les lunettes avec du houmous. Le niveau, je vous rappelle le niveau là, c'est vraiment deux bambins qui jouent au pipi caca, vraiment c'est de ce niveau là. Alors comme toujours William, plein d'arguments factuels. Comprends ceci, les gens font beaucoup plus confiance à Berkane qu'au réseau de fact-checkers dont tu fais partie. Tu devrais regarder son interview et ce qui est dit. Un peu des trucs plus prioritaires à faire en ce moment que de me farcir les délires d'un affabulateur. Je dis, ton approche est à la hauteur de tes actes et de ton passé. C'est triste. Il dit, ça ne m'intéresse pas. Berkane est un pitre. Et si tu ne veux pas l'entendre, ne me demande pas mon avis. Et tu es un pitre aussi, même si tu ne le sais pas. Ça, les amis, ce sont des personnes à qui on confie la vérité. D'accord? Ce sont les fact-checkers, ceux qui définissent ce qui est vrai ou pas dans le monde d'aujourd'hui. Si tu n'es pas d'accord avec eux, tu es un pitre. Tu comprends? Donc, vous remarquez l'attitude très victimisatrice de Rudi Reichstadt. On m'a posé une question. Oh mon Dieu, je suis choqué. Et après, tu as William qui réagit de la même manière. Ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Derrière leur clavier et leur nom des entreprises, ils sont très courageux. Mais humainement, c'est l'ali de l'humanité qui a vendu leur âme pour 3 sous. Voilà. Voilà qui ils sont. Et juste avant, parce que c'est une affaire à suivre, on vous a rappelé qu'on va mettre plein de bûches, nous, pour que cette histoire reste bien allumée. Juste avant de partir, on va regarder cette vidéo-là, qui est une méthode typique d'un fact-checker. Mais là, on est... je sais pas, là, je dirais, c'est au niveau des fact-checkers moyens, quand même. C'est pas... Là, il dit Oscar du meilleur abruti, pardon, mais moi, la réponse de William, elle est de ce niveau-là. Alors, regardons. I am demanding an apology from Elon Musk. Last week, I lost my position at Twitter working as a senior fact-checker, which I had been doing for 5 years, making sure that misinformation did not reach the public that could potentially damage our democracy. And I was told that the reason I was fired is because I had labeled a story about Hillary Clinton misinformation. Now, this story was a story about how Hillary Clinton had smashed her phone with a hammer to hide 30,000 emails. Now, I labeled that story misinformation because Hillary Clinton did not personally smash her phone with a hammer. She requested that her aide smash her phone with a hammer. Juste un truc, Léo, c'est parce que c'était écrit petit les sous-titres et je sais qu'il y a des gens qui regardent l'émission sur leur téléphone. En gros, ce monsieur, qu'est-ce qu'il vient de dire? Il vient de dire que oui, voilà, il s'est fait virer parce qu'il était fact-checker. Il avait fait une enquête sur Hillary Clinton en disant que non, Hillary Clinton n'avait pas détruit son téléphone qui contenait 30 000 emails. C'était faux, c'était une fausse information. Et en fait, la vérité, que c'était pas elle qui l'avait détruit, mais elle avait demandé à son assistante de le faire. Et voilà, du coup, il avait labellé ça comme une fausse information. Donc ce n'est pas Hillary qui a cassé son téléphone avec un marteau. Elle a demandé à son assistant pour qu'il casse son téléphone avec un marteau. Du coup, il a fact-checké l'information. Genre, le fait que Hillary donne l'ordre, ça fait pas d'elle la responsable de cet acte-là, mais la débilité, sans déconner. Et ce mec, il a été payé pour ça.
Il a été payé pour faire ce genre de choses. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait des grands donateurs aussi, vu qu'on parlait de William et tout, par exemple Bill Gates qui file d'un coup 4 millions au monde, etc. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a l'Union européenne cette semaine, je ne sais pas ce qu'il leur a pris, ils ont décidé tous voter lors de leur assemblée générale et décider que la Russie, soi-disant, maintenant c'était un État qui était sponsor du terrorisme. Ah, curieux. Bon. D'accord. Juste au moment où il y a la Coupe du Monde de Qatar, on va en parler un peu plus tard. Ça n'a pas manqué de faire réagir une certaine Maria Zakharova, qui est la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, qui a dit moi, de mon côté, je propose que le Parlement européen soit reconnu comme sponsor de l'idiotie. Et pourquoi? On va le voir par la suite. Parce que concernant le Qatar, qui depuis, franchement, ça doit faire presque 10 ans, est considéré comme un des plus grands financiers du terrorisme international, là on les a pas entendus s'exprimer, on les a pas entendus voter de ce genre de résolution. Par exemple, nous avons Courrier International, c'était en quelle année? En 2014 encore, qui nous écrivait: le club maître des terroristes, le Qatar, en développant toute la rhétorique de quelle manière le Qatar il finance le terrorisme aussi bien en Irak qu'en Syrie par exemple. Et déjà en 2015, juste en dessous, vous allez voir, et ça c'est petit salut aux Corses, à mes compatriotes d'ici, qui déjà en 2015, on peut descendre un peu, lors d'un match contre le PSG, comme quoi le foot peut être aussi un lieu d'expression politique, on déployait une banderole sur laquelle il y avait écrit: le Qatar finance le PSG et le terrorisme, ce qui s'avère pas faux. Mais ce n'est pas tout, l'Union européenne. Il y a aussi la FIFA et l'Amnesty International, surtout, qui a pointé du doigt la FIFA et concernant cette Coupe du Monde, en disant que non seulement... je vais vous le lire parce que ça va être plus facile. La FIFA fait défaut sur le terrain des droits humains. Alors que le début du tournoi des qualifications pour la Coupe du Monde de foot est imminent, le Qatar continue d'exploiter et de maltraiter les travailleurs et travailleuses migrants sans véritable action. Cet événement sportif sera largement terni. Non, rien n'a été fait jusqu'ici. Et ils précisent dans une autre de leurs publications que depuis l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar en 2010, nous enquêtons sur les violations. Il y a globalement des milliers de travailleurs illégaux immigrés qui sont venus là-bas et qui sont morts sur les stades. En gros, aujourd'hui, on joue au foot sur des cimetières. On peut le dire comme ça. Bref, vous feriez mieux de regarder ce qui se passe. Mais pourquoi elle fait ça, l'Union européenne? Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Elle fait ça pour plaire à ses maîtres. Je m'explique. Cette résolution n'a aucune signification concrète. C'est juste symbolique. Mais ce qui est intéressant, c'est que demain, ils pourront pointer n'importe quel État qui faiblisse, par exemple, face à la Russie, qui a besoin d'échanger, comme la Hongrie, il a besoin du gaz russe, etc., et les pointer comme eux aussi étant les sponsors du terrorisme, si jamais ils achètent le gaz russe. Ça sert surtout à ça, en fait, à pointer du doigt. Ensuite, nous avons la guerre en Ukraine. Le Black Friday, c'est terminé les soldes, en ce qui concerne l'Ukraine. Et nous avons le monde qui nous apprend que la guerre en Ukraine met les stocks d'armes occidentaux sous pression. En gros, il n'y a plus grand chose à envoyer en Ukraine, et ça, c'est un peu compliqué pour eux. Et nous avons Laurent Saïm qui nous confirme en parallèle que l'armée américaine, enfin, les États-Unis piochent maintenant dans leurs réserves stratégiques, carrément, pour envoyer encore 400 millions de dollars en quoi? En munitions et des générateurs par le Pentagone. Mais en gros, ça leur coûte extrêmement cher. Et moi, je pense que, ça je me tourne vers toi, Rudy, je pense que c'est la dévolution, en fait, qui fait ça. Ce qu'en fait, il a lancé, il savait que c'était des bons projets anti-impérialistes, et en plus, les médias de masse ne sont pas censés être contre. Pourtant, quand c'était Trump qui l'avait fait, ils l'ont chargé à mort. Maintenant que Biden s'était fait, c'était la bonne chose à faire. Mais les choses se font. Et petit à petit, justement, là, avec l'échec, voilà, je développe ma pensée, là, avec l'échec des États-Unis, de l'Occident en général, de l'OTAN en Ukraine, c'est le démantèlement du système otanesque des bases américaines absolument de partout dans le monde. Si demain, l'OTAN qui a dit si l'Ukraine perd la guerre, c'est l'OTAN qui perd la guerre, c'est l'OTAN même qui l'a dit. Si demain l'OTAN il perd cette guerre contre la Russie, tous les pays affiliés à l'OTAN vont perdre de la confiance envers cette institution, et cette institution va se déliter, justement par manque d'adhésion. Vous me suivez? Oui, il est possible aussi qu'il y ait des révélations qui soient faites sur des activités qui ne soient pas très très claires de l'OTAN en Ukraine, en fait, et peut-être que de l'OTAN, ça va mettre à jour
ce genre de choses et ça va contribuer à aller enterrer l'OTAN. Mais oui, effectivement, il est bien possible que mettre fin à l'OTAN, ça fasse partie du plan, enfin d'un des aspects militaires du plan au niveau de comment le monde va être dirigé demain. Moi, en tout cas, en voyant tout ça, c'est comme ça que je vois les choses. Maintenant, si on peut descendre un peu plus bas. N'oublie pas ce que tu as écrit sur la webcam, Nico. Hein. C'est pour ça qu'il fallait l'écrire plus grand. Hein. Tu le fais pas beaucoup. Voilà. Alors, Zelensky comprend ce qui se passe. Et en fait, vu qu'il s'est fait lâcher par l'Occident, il décide justement qu'il est temps d'organiser sa propre fuite. Parce qu'à un moment donné, quand les Russes sont arrivés jusqu'à Kiev, ou du moins quand la guerre sera dans une autre phase, il va falloir bien qu'il fuit. Parce qu'en fait, de l'autre côté, il est considéré comme un criminel de guerre. Donc du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait passer une loi en Ukraine qui facilite en fait le détournement de fonds par les personnalités politiques. Le truc, c'est qu'en politique en Ukraine, il ne reste que des pro-Zelensky, en fait, globalement, parce que toutes les partis de l'opposition ont été interdits. D'un autre côté, ça met fin aussi au rêve européen de l'Ukraine. Pourquoi? Parce que c'était une des conditions, en fait, à l'intégration de l'Ukraine à l'Union européenne, c'était justement cette action contre la corruption et contre le détournement de fonds par les personnels politiques, etc. Donc, et pour finir, nous avons Piotr Tolstoï, donc qui est vice-président de la Douma russe, qui s'est présenté sur BFM TV et qui a donné une interview très très intéressante que je vous invite tous à aller. Il a précisé plusieurs choses très concrètes et générales. Jamais une puissance nucléaire ne perd une guerre dans laquelle elle est engagée. Ça, c'est vrai. Il a dit également que les pays européens vont payer un prix très très cher pour avoir fait la guerre économique à l'Ukraine de cette manière. Donc, certainement, on doit s'entendre à une inflation terrible, à des coupures d'électricité. La guerre économique à la Russie. La guerre économique à la Russie. On va devoir s'attendre à l'inflation, à des blackouts, à des coupures des chaînes d'approvisionnement, tous ces genres de choses. Et ce qu'il dit aussi, c'est que ça va faire que dans les 2 ou 3 années qui suivent, globalement, les élites occidentales, les élites européennes surtout, ils vont changer. Et ces élites suivantes, ils vont bien être contentes, ils vont même aller chercher à avoir des relations à nouveau avec la Russie. Et ça, c'est très très important parce que justement, ce qui s'est passé récemment, il y a Xi Jinping, vous savez, il a recalé Trudeau par rapport à le dévoilement en fait des contenus de conversation qu'ils ont eu en privé. Macron, il avait fait la même chose avec Poutine. Et du coup, ça, c'est le genre de personne avec qui la Russie ne va plus négocier. Et apparemment, Zelensky avec le patron de FTX, ils vont faire une conférence ensemble. Il semblerait, si je ne me dis pas de bêtises. J'ai vu ça chez Mendes. Il a dit ça va alimenter les délires complotistes. Oui, ça va alimenter les délires complotistes parce que c'est quand même super chelou de les voir ensemble, ces deux gars-là, sur la même conférence. Bref, du coup, merci à notre envoyé spécial en enfer, Tristan Mendes. Du coup, Macron, dans le trouble. Alors, on a la version directement de Rémi, de Juste Milieu, qu'on aime beaucoup. On va regarder vite fait ce qu'il nous raconte et puis on va passer à autre chose parce que Macron, ça va, on a notre dose. Petite bombe du jour, c'est vrai que là, ça commence à sentir le sapin pour Emmanuel. Je vais d'abord... voilà. Ça va être mieux comme ça, je pense. Petite bombe du jour, c'est vrai que là, ça commence à sentir le sapin pour Emmanuel Macron. Parisien à l'instant, affaire McKinsey, Emmanuel Macron visé par une enquête pour financement illégal de campagne. Ça y est, c'est l'info, la bombe de ce 24 novembre 2022. Le président de la République, quand même, celui qui, l'exemplarité faite homme. Bon, alors, il y a eu quelques bisbilles. C'est vrai que il y a un gouvernement avec un ministre de la Justice mis en examen, secrétaire général de l'Élysée, pareil. Enfin, il y a eu quelques hicks, il y a eu des anicroches, mais là, ça commence à chauffer pour Emmanuel Macron. Moi, je pensais que c'était la probabilité même, vraiment. Et là, c'est chaud. 3 juges d'instruction enquêtent sur les soupçons de financement illégal de la campagne de 2017 et en toile de fond, les relations avec le cabinet McKinsey. C'est le fameux. On n'en parlait plus. Et on en reparle. Donc, considérez, cette info officielle, c'est Le Parisien, vous pouvez regarder. Si on n'en parle pas dans les médias, parce que le président de la République, quand même, sous le coup d'une enquête du parquet national financier, c'est chaud. Si on n'en parle pas, c'est quand même très, très, très curieux. Voilà. On n'a pas beaucoup parlé non plus. Il y a eu sur 20 minutes un truc qui dit Macron ne croit pas être au cœur de l'enquête sur McKinsey.
Enfin voilà, mais en tout cas, faut garder un œil de ce côté-là. Mais dans le sujet de l'information, vous allez voir. Vous vous rappelez quand il y a eu cette histoire avec les missiles russes en Pologne? Voici ici un exemple d'intégrité journalistique par la blague du journalisme qui s'appelle Rutel Kriev, qui n'a aucune idée de la gravité de son manque de professionnalisme dans ce cas précis. Genre là, et vous allez voir le niveau, c'est niveau William. Voilà, c'est niveau pipi caca. Vraiment, regardez. C'est incroyable que ces gens-là, ils sont considérés journalistes, quoi. Bon, vous avez compris. Ce village. Je peux être à 1 kilomètre, vous voyez. Oui, tout à fait. Il faut vérifier. Bien sûr. Non, mais ça c'est c'est au moment où l'information était sortie. Hein. Dans notre titre. Alors aujourd'hui, là, à cette heure-ci, ils sont au G20 à Bali. Et c'est la nuit. Qu'est-ce qui se passe à votre avis maintenant, en ce moment? La nuit, il y a le téléphone aussi. Hein. Il n'y a pas de changement. Non, je sais bien, mais donc ils se parlent. Le G20, c'est autre chose. C'est autre chose. Non, je sais bien, mais ils sont en ce moment même. Oui, là, je suppose qu'en ce moment, mais vous me sautez dessus là. J'en sais rien. J'en sais pas plus que vous. Chose qui est sûre, c'est que le gouvernement polonais réunit son Conseil national de sécurité. Normal. Voilà. Et c'est officiel et c'est en cours en ce moment même. Non, ce qui est officiel, c'est la réunion. Oui, bien sûr. C'est pas la confirmation que vous avez citée au début. Le Pentagone enquête pour vérifier les informations. Oui. Donc, mais pas de communiqué du Pentagone là. Parce que les informations de l'OTAN. Vous voyez, la nana, elle va absolument faire dire à ce gars-là que c'est bon, en fait, c'est la Russie derrière le coup, etc. Et le gars, il est extrêmement prudent, il comprend la situation, tu vois. Il se dit, c'est pas un jeu, la copine, réveille-toi, t'es en train de faire de la merde, mais niveau intergalactique, quoi. Et elle, regardez l'arrogance journalistique. Le mec, il la remet à sa place et regardez son expression. C'est là où tu vois l'arrogance de ces personnes-là. Oui. Donc, mais pas de communiqué du Pentagone, là. Parce que les informations... Ça va, tu nous demandes quoi? On est des journalistes, nous, on peut pas savoir ce qui se passe. C'est quoi? Nous, on nous a dit de dire ça, alors on fait ce qu'on veut. Voilà. Et juste, c'est un moment de bonheur qui expose leur caractère pourri, dégueulasse, et c'est à ces personnes-là qui ont confié la vérité, et c'est pour ça que le monde, il a la gueule qu'il a aujourd'hui. Mais pas de communiqué du Pentagone, là. Ça va, hein, tu nous demandes d'être factuel, toi aussi. Pouf, ça va. Alors, on a juste un trou d'eau. C'est pas de moi, mais merci. Merci. Je vois les millions de gens en train de m'applaudir. Voilà, juste un trou d'eau. Xi Jinping qui le remet à sa place à propos d'une fuite de conversations privées. Et regardez un petit peu le clown en face. Everything we discuss is unleashed to the paper. That's not appropriate. Everything we discuss is unleashed to the paper. That's not appropriate. And that's not how the way the conversation was conducted. If there is sincerity on your part, free and open and frank dialogue, and that is what we will continue to have. Et le mec, il sort un discours tellement... Nous, au Canada, on croit aux conversations libres, et parce qu'on est libre, et parce qu'on est des super-humains. Alors, vous comprenez, même si je suis un enfoiré de monteur de fils de poisson rouge, Voilà. Le gars, il fuit les informations des échanges privés entre deux chefs d'État, en les déformant en plus, parce que Xi Jinping lui dit pas seulement tu les as sortis, mais en plus tu les as déformés, parce que la conversation ne s'est pas passée comme tu l'as dit. Et le mec derrière il dit, nous au Canada, on croit au libre dialogue de se foutre de ta gueule. Voilà. Est-ce que vous voyez un petit peu la mise en place de tous les pions maintenant que les autres en face, ils ont épuisé toutes leurs cartes, ils ont joué tous leurs trucs. Maintenant, il y a leur retour qui est là avec cette histoire de Twitter, avec les républicains au Congrès. Il y a vraiment l'échiquier, il est prêt pour un retour de bâton très violent. Et on est la veille des premières coupures d'électricité pour des raisons climatiques, parce qu'il fallait trouver une raison, tu comprends. Et aussi coupure d'Internet, par contre pas coupure des télés, voilà, ni des radios. Voilà. Et donc au journal télévisé,
on nous a parlé aussi de culte pédophile. Donc ça, c'est une vidéo du Facteur qui fait 12 minutes. On va juste passer le début parce que Tucker Carlson résume bien. Voilà. It is a stable of so-called conspiracy theories that at the highest levels of politics and finance, there is a shadowy cabal of pedophiles who use their power to hide the crimes they commit against children. That people think that. Sounds pretty far out to us, too dark and strange to be true, and of course we are not obviously endorsing that idea. On the other hand, you can kind of see why people might believe it. Jeffrey Epstein, for example. Epstein continued to dine with business moguls and heads of state long after he was arrested for having sex with minors. How did he do that? Why did nobody say anything? Why did people keep eating with him? Well, at the very least, we can conclude, based on the evidence, that there is a tolerance for pedophilia among the most powerful in our society, a tolerance that you would not find in, say, your average middle-class American family. Some of the rich really are different that way. That's clearly true. And in case you need more evidence of that, consider Balenciaga. Balenciaga is what they call a luxury brand. Bon, je vais le faire, le passage de Balenciaga. Moi, c'était surtout les premières vidéos. Donc, on avait le titre. Bon, il était planqué derrière les sous-titres, mais on parle vraiment des élites pédophiles, du penchant des élites pour la pédophilie sur Fox News, chez Tucker Carlson, à Air de grande écoute. Voilà, dites-moi que ça n'a pas progressé là depuis 2 ans quand même. Donc voilà. Donc l'affaire Balenciaga, on vous en a un petit peu parlé au dernier live. Je vous ai recalé le moment là où on voyait effectivement une campagne de pub très troublante avec des bébés en tenue, accompagnés d'accessoires sadomaso sur des photos, de cette marque de mode de luxe en fait. On avait vu aussi que voilà, ils avaient posé discrètement un bout de texte qu'en fait il s'agissait de quoi? Il s'agissait d'un texte de la Cour suprême, donc d'un cas de la Cour suprême qui finalement autorisait la pédophilie, quoi, ouais. C'est ça, qui facilitait les matières. Attention, la faute du photographe, ça, c'est pas la même image que celle où il y a l'enfant là avec les trucs sadomaso. C'est pas la même. C'est quoi? C'est en fait dans leur campagne en général, il y a toujours des indices qui parlent de choses affreuses en fait concernant les enfants. Pour une fois qu'on s'en rend compte, il botte en touche en disant que c'est mais ceci dit, le photographe, je vais pas creuser cette question-là, mais si tu graisses un peu, il a un nom italien là, le nom m'échappe, vous lirez ça dans l'article du Daily Mail si ça vous intéresse. Oui, il a un passif dans les photos bizarres, les photos glauques qui mettent en scène des enfants. Donc ça, c'est possible. En tout cas, c'est pas fini. Pourquoi? Parce qu'il y a plus. Et il y a quelqu'un qui a mis en place cet article de Heidi Weiss, je sais pas de quoi ça parle, en tout cas cet article parle de mode. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Représentant d'une liste de nouveaux visages de la rue et supervisant le casting, donc là on parle de superviseur de casting, donc c'est-à-dire les gens qui décident, toi tu vas être mannequin. Attendez, excusez-moi, il y a le chat qui fait n'importe quoi. Bah oui, mais le chat, t'es marrant toi. Hop, il allait marcher sur la webcam. Donc c'est eux qui choisissent, toi tu vas être mannequin, toi tu vas pas être mannequin. Donc imaginez le pouvoir qu'ont ces gens-là sur les aspirants mannequins. Donc pour les marques les plus passionnantes de New York, Rachel Chandler et Walter Pierce. Rachel Chandler, c'est le nom qui m'intéresse. Balenciaga est associé à Rachel Chandler, comme on le voit un peu plus loin dans l'article. Rachel Chandler a un œil très recherché. En mars, elle a participé à la sélection de l'équipe du défilé Balenciaga automne-hiver 2016. Pourquoi on parle de Rachel Chandler? Parce que Q mentionne Rachel Chandler à plein de reprises. Vous allez sur Q Alert, vous tapez Rachel Chandler, vous aurez beaucoup de drops. J'en ai juste pris un qui m'a paru... il ouvre ça comme ça, Voilà. Combien on a des drops avec Chandler juste? 19. Donc voilà, Rachel Chandler, vous avez des photos, vous la voyez avec un certain nombre de personnalités. À un moment donné, on la voit avec Eminem. Elle est associée à ses souliers rouges, dont on va pas parler tout de suite, des souliers rouges, mais bon, si jamais vous êtes intéressé au sujet, vous savez ce que c'est. Voilà, des photos bizarres, là, la photo que je vous ai prise qui est juste en dessous, là, où on voit quand même un pentagramme inversé, donc un signe clairement satanique, avec les bougies autour, et une petite fille qui doit avoir même pas 3 ou 4 ans, qui est posée en mode christique dessus. Et donc, Q qui nous dit, continuez à creuser les anones, Rachel Chandler est très importante. Voilà, il y a cette photo là qui, bon bref, ça, on va pas rentrer dans le détail de Rachel Chandler aujourd'hui. En tout cas, Q nous dit regardez de très près cette personne. Cette personne est clairement, soupçonnée, on va dire. Je prends des précautions verbales, mais elle est soupçonnée d'être impliquée dans les affaires Epstein, notamment, trafic d'enfants, pédophilie de haut niveau, etc., etc., etc. Et elle est connectée à Balenciaga. Et on nous dit que Rachel Chandler est la clé. Et dans ce moment,
Kindici est clairement en place, la fraude électorale est clairement en place. On était un petit peu léger sur le sujet des crimes contre les enfants. Et là, d'un coup, il y a cette affaire Balenciaga qui arrive et qui met Rachel Chandler, dont personnellement, moi, j'avais jamais entendu parler autrement que dans les messages de Q. Je me demandais quand elle allait sortir du bois. Et peut-être que c'est maintenant les matériels, le pédopornographique. Et voilà. Et donc en fait, ce qui était pointé du doigt, donc par Tucker Carlson, mais aussi par beaucoup d'autres personnes qui sont des professionnels dans le domaine, que ces choses-là n'arrivent pas par hasard. C'est pas, ils ont pas pris un texte dans l'imprimante parce qu'ils avaient besoin d'un texte imprimé et puis ils l'ont mis là et puis comme par hasard c'était ce texte de loi. Non, quelqu'un a volontairement mis ce texte-là. Donc là, on en était là mardi dernier. Donc on a cette photo du shooting de Balenciaga et on a dans l'encadré rouge là, comme vous pouvez le voir, 3 livres qui sont empilés et un de ces livres, on a le nom clairement lisible, Michael Borman. Dans les agences de mannequins, parce que bon, on sait qu'il y a dans ces élites, il y en a certains qui ont de goût pour des très jeunes enfants. Le prince Andrew, par exemple, c'était pas son cas. Le prince Andrew, les photos de lui les plus, on va dire, sur le prince Andrew, c'était avec des jeunes de 16, 17, entre 16 et 20 ans. C'est pas comme ça que ça marche, Freddy. C'est vraiment une question de rituel. Cette histoire d'enfants, c'est une question de rituel et c'est leur monnaie de change. C'est vraiment, c'est une monnaie de change et on va pas ouvrir le sujet tout de suite parce que voilà. Mais en tout cas, on commence à s'approcher de cette période-là et vivement que ça s'arrête cette folie. Je pense vraiment janvier, février. C'est une période qui pour moi, on verra des trucs de ouf. Tout est en place. Tout est en place. L'investigation de Hunter Biden commence à ce moment-là. Il n'y a plus de censure sur Twitter. Il y a le retour de beaucoup d'anonymes qu'ils avaient fait un excellent travail à l'époque et qui ont été virés de là et qui sont partis. Bon, je veux dire, Gab, c'est mignon, tu vois, mais c'est pas Twitter. Truth Social, c'est pareil, c'est mignon, mais c'est pas Twitter. Maintenant, on a Twitter où les gens qui sont dedans, ils sont pris au piège. Ils n'ont plus cette bulle protectrice de bots qui était là pour leur dire quoi penser et toutes ces choses-là, en fait. Donc, la situation, elle est vraiment très très différente. Les amis, on verra du changement à partir de janvier-février. Par contre, rappelez-vous, gardez ça bien en tête, c'est la fin d'une ère, c'est la fin d'une civilisation. N'attendez pas à ce qu'à la fin de ça, on revient vers la même chose mais en mieux. Ce n'est pas l'idée. Si c'est le cas, c'est un piège. Ok? L'idée, c'est encore une fois, les princes de ce monde de ténèbres vont être jugés définitivement et d'une manière permanente. Et les princes de ce monde de ténèbres sont ceux qui ont construit ce système tel que vous le connaissez, où un petit groupe d'élite profite de tout le travail de la majorité de la population et ils nous maintiennent dans une ignorance qui va au-delà de nos droits personnels. Ils nous maintiennent dans une ignorance par rapport à notre véritable nature. Donc c'est cette chose-là qui va devoir changer. Et cette chose-là ne peut pas changer tant que vous suivez BFM. Alors, vous avez arrêté de suivre BFM, maintenant vous suivez les décodeurs. Non, il ne faut pas suivre les autres. Votre autorité personnelle et votre responsabilité de votre propre vie, elle est sur vos épaules. Et c'est sur ça qu'on devrait revenir. Moi, je vois maintenant, j'entends beaucoup de gens qui disent, qui vont avoir un moment difficile parce qu'ils disent « Oh là là, ma vie est dure et l'État, il ne m'aide pas ». Si tu es dans cette mentalité-là, tu es en contradiction. Parce que si tu attends quoi que ce soit de l'État, dans ce cas, c'est l'État qui te nourrit, tu lui dois. Tu comprends? C'est comme ça que ça marche. C'est triste, c'est injuste, appelle ça comme tu veux, mais c'est comme ça. Il faut que tu trouves les solutions à ta vie et faire en sorte à ce que tu ne sois jamais redevable à l'État de quoi que ce soit. C'est ça qui est le vrai changement. Il faut qu'on s'enlève. C'est l'État, il nous a planté des pailles partout et il est en train de boire notre sang et de nous vider de notre énergie. Il faut enlever toutes ces choses-là. Mais enlever ces choses-là, ça veut dire récupérer la responsabilité de sa propre vie. Et ça, c'est vraiment très important de le comprendre. Si, dans le futur, il y a la corruption qui tombe et on retourne vers un système où on aura la même chose, mais la corruption en moins, dans le sens où il y aura toujours cette structure hiérarchique avec un État, avec des gens qui suivent l'État, qui abandonnent leur autorité, là, je peux vous dire qu'on court à la catastrophe.
Donc, c'est pour ça que c'est très important. Rendez-vous autonome. C'est possible. On va vous fournir les outils. Si vous commencez à être autonome d'un point de vue nourriture, autonome et mobile, si nécessaire, en fait, ça va aller. Et vous pouvez l'être même dans un appartement en ville, en fait. Vous pouvez vraiment réduire votre dépendance à l'argent et à l'État au minimum. Vous pouvez le faire. Mais si vous ne le faites pas, soyez prêts à ce que ces choses-là vous coûtent de plus en plus cher. Jusqu'à ce qu'à un moment, ça vous coûte littéralement votre âme, en fait. Donc, le véritable changement viendra avec cette reprise de notre autorité. Tout ce qui viendra entre, genre des changements qui ont l'air bien, etc., mais qu'on maintient le même système et on continue, c'est pas bon. Donc préparez-vous. Le truc, si tu me permets, Léo, c'est qu'en général, quand on passe d'un système A à un système B, le truc le plus difficile, c'est la transition. C'est là qu'il peut y avoir le plus de chaos, le plus de souffrance. Donc je pense que là, ce qu'on est en train de gérer, c'est justement cette transition. On peut avoir une transition franche et beaucoup de gens vont vraiment beaucoup souffrir. On peut avoir une transition douce. On va boire. J'espère qu'on va vers la transition qui causera le moins de souffrance. Je dis ça parce qu'en fait, on est censé avoir justement on est officiellement dans la première partie des tribulations. Donc il y a normalement 3 ans et demi de tribulation, suivi d'une période d'une explosion sociale, genre comme on n'a jamais vu, avec un boom économico-financier, tout ce que tu veux, pour ensuite arriver à la deuxième partie des tribulations, et là c'est vraiment la merde. Donc, quand tu dis une explosion, c'est-à-dire une croissance, c'est-à-dire genre la croissance comme on n'a jamais vu. D'accord. Comme on n'a jamais vu jusqu'à là. Et je pense que ces choses-là, on va dire que c'est le système qui sera nettoyé et les gens vont se mettre à re-admirer la bête à nouveau et dire qui est semblable à la bête et blabli et blabla. Tu vois, c'est la guérison miraculeuse de la bête, si tu veux. Là, la bête, elle est en train de se prendre un coup, tu vois, le coup mortel, et après, c'est la guérison de la bête. Il faut vraiment qu'on soit attentif. Nous n'avons pas à subir les tribulations. Les tribulations concernent les personnes qui s'obstinent à rester dans un système, dans Babylone, en fait. Le truc, c'est vraiment, il n'y a pas d'alternative. Il faut sortir de Babylone. Et Babylone, c'est une structure psychologique où mon autorité personnelle, je l'ai donnée à un chef d'État ou à une institution ou à un média ou un truc comme ça. Ça, c'est Babylone. Et c'est de là qu'il faut qu'on sorte et qu'on prenne cette opportunité pour redevenir le plus autonome possible. Et autonome, ça ne veut pas dire j'ai préparé mon stock de ci, j'ai préparé machin, mes panneaux solaires et tout là, parce que l'État, il peut venir te confisquer tout ça et après, tu es dans la merde. Être autonome, ça veut dire être capable d'improviser, en fait. Donc c'est pour ça, c'est super important.